Il y a quelques semaines, je me suis fait défoncer dans les commentaires sur internet sur les limites des actions individuelles. Que ça sert à rien, que ça sert les intérêts des lobbies, du gouvernement, etc. C'était après que le média Brut a fait une vidéo sur Changer le monde en 2 heures, où je parle de moyens d'agir à son échelle, de Lilo, Ecosia, donner son sang, etc. Je te mets la vidéo ici. Du coup, je suis ravi de te proposer une série de 3 vidéos sur cette guerre entre action individuelle versus action collective, entre les petits pas des colibris et les révolutionnaires qui veulent changer le système. Oui, c'est un nouveau décor. J'ai déménagé! La première vidéo d'aujourd'hui, c'est sur comment ces critiques m'ont fait prendre conscience de plusieurs limites des actions individuelles. À l'inverse, la deuxième vidéo sera ma réponse à ces critiques, là où je trouve qu'ils ont complètement craqué leur slip, là où je suis pas d'accord avec eux et pourquoi c'est facile de dénigrer l'action individuelle et pourquoi on sous-estime son impact. Et la troisième vidéo sera sur cette opposition avec un peu plus de recul et de dézoom qui monte en puissance entre agir à son échelle versus changer le système. Et justement, comment est-ce qu'on pourrait mieux articuler les deux plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres. Donc pour commencer, voici 4 critiques des actions individuelles et ce que ça m'a appris. Number 1. Les petits pas, ça suffit pas. Bah, on est d'accord. J'ai jamais dit le contraire. Et en même temps, à force de te proposer principalement des moyens d'agir toi à ton échelle, j'ai peut-être involontairement sous-entendu, parfois, hein, pas tout le temps, que les entreprises et les États n'avaient pas une énorme responsabilité dans l'histoire, alors que évidemment que c'est le cas. Donc, pour clarifier les choses une bonne fois pour toutes, agir à son échelle, c'est génial et c'est nécessaire. Et c'est un des moyens les plus simples de devenir acteur du changement. Peut-être le changement que toi tu veux voir dans le monde. Et c'est ça qui m'anime et c'est pour ça que je t'en partage autant des moyens d'agir. Mais, effectivement, c'est pas suffisant. Il faut aussi aller plus loin. Pendant que toi tu tries tes déchets et que tu baisses ton chauffage, il y a des dizaines de mecs en costard-cravate qui signent des accords qui réduisent à néant tous les efforts que t'as pu faire. Faudrait rapidement arrêter de s'en foutre. C'est pour ça que maintenant, je te parle beaucoup plus souvent d'actions individuelles et collectives. Alors je le faisais déjà avec laprimaire.org, qui est quand même la première vidéo sur cette chaîne, pour réinventer la politique avec une citoyenne candidate au présidentiel, avec Ma Voix, pareil, qui hack les élections législatives, ou plus récemment avec notre constitution écologique. Mais j'ai envie de le faire plus souvent, comme tu as pu le remarquer récemment, avec l'affaire du siècle, où on attaque l'État en justice, avec le nettoyage de la Société Générale, donc de la désobéissance civile contre les énergies sales, ou encore avec le JTR qu'on fait avec d'autres youtubeurs engagés. Critique number 2. Tu fais le jeu des grandes entreprises et du gouvernement. La critique est que, indirectement, le micro-engagement pourrait servir l'intérêt des lobbies, des industriels, des grandes entreprises et du pouvoir en place. Parce que l'action individuelle les remet pas vraiment en question, en tout cas pas assez, alors que c'est eux les principaux responsables. Comme un magicien, les actions individuelles détourneraient ton attention du vrai problème et des vrais responsables. Oh, vous devriez mieux trier vos déchets, monsieur le citoyen, alors que pendant ce temps-là, l'industrie des énergies fossiles reçoit des chèques énormes des gouvernements. Foutage de gueule. Du coup, j'ai fait plus attention à ça ces derniers mois et j'avais jamais réalisé à quel point c'est une stratégie fréquente des politiques ou des industriels, des grandes entreprises, de mettre uniquement la responsabilité sur le citoyen, sur nous. Alors je vois pas du tout le problème de dire aux gens qu'il faut se bouger, mais pas pour te déresponsabiliser toi, État ou grande entreprise. Ça, non en fait. C'est comme Coca qui dit dans le cache investigation que je t'avais résumé, les gens qui jettent nos bouteilles plastiques par terre, c'est vraiment des citoyens irresponsables, alors que c'est quand même Coca qui a viré le système de consigne d'économie circulaire très écolo et qui l'a remplacé par des bouteilles en plastique jetables dans plusieurs pays. Voilà. Donc cette critique-là, que je puisse faire le jeu des principaux responsables du réchauffement climatique notamment, ça m'a fait bien chier. Parce que je vais pas arrêter de promouvoir des actions individuelles, parce que c'est utile et nécessaire et qu'on a besoin de tout le monde. Mais maintenant, je vais essayer davantage de parler de la responsabilité aussi des États et des entreprises dans mes vidéos. Critica numéro 3. Les actions individuelles, ça t'évite de trop réfléchir. La critique, c'est qu'en gros, ça peut encourager la paresse intellectuelle et il y a une partie de vérité là-dedans. Tu réfléchis moins à une vision systémique, comment changer le système dans son ensemble, ce qui est beaucoup plus dur que de trouver des solutions individuelles, parce que le monde est vachement complexe. Une fois que tu mets plein d'actions individuelles en route dans ta vie, bah le piège, c'est de s'en contenter. Quand t'es végétarien, minimaliste, zéro déchet, etc., tu peux être tenté de te dire « je fais ma part, c'est suffisant ».
Sauf que non. Et donc, paradoxalement, agir à ton échelle et être beaucoup plus engagé que la plupart des gens autour de toi, bah, ça peut aussi te déresponsabiliser. Ça peut te déresponsabiliser d'agir au niveau collectif. Ça peut limiter ton ambition de changer les choses parce que tu réfléchis que à une échelle individuelle. Et ça évite une remise en question plus globale du système dans lequel on est. Alors que je suis sûr que parmi vous, là vous êtes 11 000, il y en a plein qui ont aussi plein de choses à offrir dans des actions plus globales qui changent le monde et qui changent le système à une plus grande échelle. Donc à l'avenir, j'ai toujours envie de te présenter plein de moyens d'agir, parce que c'est le fil rouge de cette chaîne, de t'aider toi à passer à l'action pour contribuer à un monde qui toi t'inspire, mais j'ai aussi envie de te proposer plus de réflexion, de fond, de sensibiliser sans forcément tout de suite proposer des moyens d'agir, des solutions. Par exemple, sur l'effondrement ou la démocratie participative. Criticism number 4. Les actions individuelles dépolitisent le problème. Avec les actions individuelles, il y a un risque de s'attaquer davantage aux conséquences d'un problème qu'à ses sources, à ses causes et à résoudre le problème en amont, c'est-à-dire souvent à revoir l'organisation de la société. C'est le cas avec l'exemple de Coca sur les bouteilles en plastique que je t'ai donné, mais les actions individuelles, ça dépolitise aussi le débat. Par exemple, quand tu parles de réduire les émissions de CO2 dans le transport, quelqu'un qui va faire du covoiturage, c'est génial. Du coup, c'est un sujet pas du tout politique quand tu promeus cette solution. Et en même temps, ça occulte complètement le fait que avoir une vraie politique nationale ambitieuse de transport en commun durable et enfin plus durable et juste, ça par contre ça serait dingue pour réduire nos émissions de CO2. Bref, j'ai réalisé que tout est politique. Et ça me fait chier parce que le ou la politique, c'est pas vraiment quelque chose qui m'inspire. Mais c'est vrai. J'ai davantage compris que c'est en organisant un rapport de force que les choses peuvent changer. Je pense que j'avais une conscience sociale et écologique, mais pas tellement politique. Et c'est assez nouveau pour moi. Ce que je retiens, c'est qu'on a davantage besoin de réfléchir à l'échelle collective, de se réapproprier le politique. Donc de rendre la politique sexy ou accessible, pour s'éduquer sur ces problèmes et ces moyens d'agir qui sont souvent plus complexes qu'ils n'y paraissent, et ainsi prendre des meilleures décisions collectives. Parce que parfois, s'en tenir aux actions individuelles, ça évite de remettre en question le système plus global dans lequel on est, c'est-à-dire le capitalisme. Du coup, ces dernières semaines, je me demandais, mais merde, est-ce que je suis anticapitaliste en fait? Est-ce que l'ennemi c'est le capitalisme en tant que système ou bien c'est les dérives à l'intérieur de ce système? C'est certains comportements d'une élite qui est franchement irresponsable. En tout cas, c'est marrant de voir l'évolution de la connotation des mots. Il y a 6 mois, je trouvais que le mot anticapitaliste c'était franchement radical. Et aujourd'hui, quand on se dit que c'est la biodiversité et tout simplement peut-être l'espèce humaine qui est elle-même menacée par ce système, je trouve que se dire anticapitaliste c'est beaucoup plus acceptable et accepté aujourd'hui par des citoyens. Ce qui, à mon avis, est révélateur d'une prise de conscience qui se généralise, lentement, mais qui se généralise. Et cette opposition colibri versus révolutionnaire, donc pour caricaturer évidemment, parfois j'ai l'impression que c'est une opposition CSP+, versus classe moyenne. Pour simplifier, que plus tu as un revenu décent, moins t'es témoin et moins t'es victime de la misère et des conséquences du réchauffement climatique. Donc t'es potentiellement moins conscient de l'ampleur des problèmes que vivent la majorité des Français. T'es moins en colère parce que tu t'en souffres moins. Et donc forcément tu vois moins la nécessité de changer le système en profondeur, puisqu'il t'avantage en partie sans forcément que tu t'en rendes compte. Du coup, t'as moins de raisons de voir la société comme une lutte des classes, contrairement à la classe moyenne qui, elle, subit de plein fouet les inégalités et galère à boucler ses fins de mois. Peu à peu, mon audience change, et moi aussi. J'ai pas envie d'avoir une audience bisounours qui croit que les actions individuelles c'est suffisant. Ça a jamais été mon intention. Donc je suis super content de faire cette série de 3 vidéos. Je sais qu'avec ces 3 vidéos, je risque de m'en prendre plein la gueule dans les commentaires, mais je m'en contre-tape parce que je sais que c'est des questions que une bonne partie d'entre vous se posent, et donc je suis ravi de vous partager moi comment j'ai avancé sur ces sujets-là. Bon, rassurez-vous, je vais pas me transformer en révolutionnaire en colère H24. J'ai rien contre ce profil-là, mais c'est juste pas mon caractère. Simplement, je grandis et ce qui m'inspire, c'est toujours comment je peux vous aider à être le changement que vous voulez voir dans le monde. Merci à tous ceux qui ont émis des critiques, même s'ils sont probablement pas abonnés à cette chaîne. Alors souvent, c'était très maladroit dans la forme. Parfois, c'était plus constructif. En tout cas, ça m'a fait grandir. Sachez que je suis le premier à vouloir exprimer mes messages de manière moins simpliste et plus nuancée. Et ma première réaction quand je me fais clasher, et ça en général, vous le voyez dans le commentaire, c'est pas comment je peux prouver à l'autre que moi j'ai raison et que lui il a tort. C'est plutôt d'essayer de me dire, bon, même si ça fait mal au cul et qu'on va mettre son ego de côté 2 secondes, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne, même si on n'est pas d'accord, qu'est-ce que
je peux apprendre de cette personne? D'où cette remise en question. Maintenant qu'on a bien défoncé l'action individuelle, abonne-toi pour découvrir la prochaine vidéo où je critique les critiques, où je défends la thèse opposée. Pourquoi justement c'est facile de se moquer des actions individuelles, de les dénigrer alors qu'elles ont un impact énorme. Et la question du jour est, c'est quoi un truc que tu retiens de cette vidéo? Merci, ciao!